Ça veut dire que ton parcours, tu dois le tracer toi-même, par tes ambitions. Et j'ai commencé à avoir des commandes de mes collègues au travail et le bouche à oreille. Ah ouais, moi aussi je veux une paire de boucles d'oreilles recyclées. Et à ce moment-là que j'ai réellement pris conscience de l'importance que ça avait. Et en fait, petit à petit, si tu veux, mes réseaux ont commencé à devenir plus pro. C'était plus ma page personnelle. Et en fait, finalement, je suis passée de ce hobby d'enfant au projet autodidacte en entrepreneuriat presque naturellement. Et en fait, au bout de la 3e commande... Bienvenue dans l'épisode 2 de Portrait d'entrepreneur congolais. Si tu débarques sur cette vidéo, je t'invite à faire pause, à t'abonner, à regarder les 2 vidéos qui s'affichent en haut à droite de ton écran. Elles sont aussi en barre d'infos. La première vidéo te présente mon parcours et le pourquoi de la création de cette chaîne. La 2e vidéo, c'est le premier épisode de cette série documentaire, Portrait d'entrepreneur congolais. Une fois que tu as visualisé les 2 vidéos, tu peux revenir ici et reprendre le fil sur cette vidéo. Pour celles et ceux qui ont déjà suivi le fil depuis le début, bienvenue donc dans l'épisode numéro 2 de la série documentaire, qui est également l'épisode 2 sur 4 du parcours de Jalis. Après son année sabbatique prolongée au Congo et une accumulation de plusieurs expériences professionnelles, Jalis est retournée en France, comme prévu dans son plan, pour continuer ses études. Comme elle l'a elle-même annoncé dans le précédent épisode, son parcours a été très mouvementé. Dans cet épisode, nous allons découvrir ensemble comment, à la fois de ses souvenirs d'enfant et à l'issue d'une réorientation scolaire soutenue par ses professeurs, sa marque Sapé comme Jaja, spécialisée dans la confection d'accessoires de mode à base de matières premières recyclées, est née. Sa marque est également une marque associative, parce qu'une partie des bénéfices est reversée à des associations au Congo. Mais là, je vous spoil déjà l'épisode 4, j'arrête de parler. Place à l'interview. Mais avant, jingle. Bonjour et bienvenue sur Business au Congo, la chaîne qui met en avant l'entrepreneuriat et les personnes qui entreprennent au Congo-Brazzaville. Que vous soyez entrepreneur local, entrepreneur de la diaspora, investisseur soucieux de contribuer au développement de l'Afrique et en quête d'opportunités en Afrique centrale, ou simplement une personne curieuse et désireuse d'en savoir plus sur l'entrepreneuriat en Afrique à travers l'exemple du Congo-Brazzaville, cette chaîne est là pour vous. Ici, vous trouverez des conseils pratiques, des témoignages inspirants et des informations clés pour vous aider à naviguer les défis, à saisir des opportunités et à créer des entreprises florissantes au Congo et ainsi contribuer au développement économique du pays. Pour ne rien rater de nos aventures, suivez-nous également sur Instagram, TikTok, Twitter et Facebook sur @businessaucongo. N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire et je ferai de mon mieux pour vous proposer le type de contenu que vous voulez. Je suis rentrée direct à Paris et j'avais qu'une seule idée en tête, c'était de faire des études et de retourner au Congo. Tu vois, malgré, Et de retourner au Congo. malgré les petits éléments un peu agaçants. Malgré tout, j'ai quand même vécu de très bons moments. J'ai rencontré des personnes mémorables avec qui je suis toujours amie. Dès mon retour, j'ai également retrouvé des personnes que j'avais connues ici, etc. Donc, non, mon objectif, c'était de rentrer. Je m'étais dit, OK, je vais me donner un temps, tu vois, je vais prendre 4 ans. J'ai mis un peu plus, j'ai mis 4 ans et demi. Parce que le temps de se remettre dans le système, etc., fallait que je puisse réintégrer le système scolaire. Ça n'a pas été évident, puisque je m'en étais retirée. Mon retour a été un petit peu compliqué, fallait se réhabituer. Une autre monnaie, un autre mode de vie, un autre système de vie, un autre rythme, parce qu'effectivement, ici, tu as quand même un rythme assez cool, hein. C'est ça. Les gens, tout va très lentement. Et on s'y habitue vite. Exactement. Parce qu'en soi, ça fait bien, tu vois, de changer un peu Ah ouais. par rapport au J'ai mis quand même bien 9 mois avant de pouvoir vraiment m'installer à Paris, parce que j'étais arrivée à Paris, j'ai fait mon projet, etc. J'ai commencé à chercher les écoles, à voir les universités, qu'est-ce que je vais faire. J'ai dit OK, je me prépare pour la prochaine rentrée. Pas celle de septembre qui est arrivée, mais celle d'après. Donc je suis rentrée à Bordeaux, j'ai travaillé. Et puis en même temps, j'avais quand même un temps d'études que je consacrais à ma reprise scolaire. Quand je travaillais pas, je faisais des recherches en autodidacte. Ce que je voulais entrer en DUT. J'ai postulé à tout ce que je pouvais comme DUT et je valorisais complètement l'alternance. Pour moi, je ne pouvais pas étudier sans travailler. Pour moi, c'était pas possible. J'ai pas été prise à Bordeaux.
il y a que 26 places. Et donc pour moi, c'était tout misé sur l'Île-de-France. J'ai postulé à toutes les facs. Mais toutes, hein. C'est ce qu'il faut Mais faire. toutes les facs, hein. C'est J'ai vraiment postulé à super. toutes les facs. Chercher mon alternance, chercher mon alternance. J'ai été admise dans 2 facultés, Paris-Descartes et Paris-Saint-Denis, rattachées à l'université de la Sorbonne. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi Saint-Denis? Parce que c'est eux qui m'ont trouvé un poste d'alternant qui était normalement priorisé pour un niveau d'études Bac+3. Ils n'avaient pas trouvé le profil qui leur correspondait, donc ils étaient encore en recherche. Et finalement, quand ils m'ont reçu, ils se sont rendus compte que j'avais un profil qui correspondait. Sauf que j'ai entré en L1. Donc, j'avais pas un niveau d'études qu'ils recherchaient. Donc, ils ont proposé à l'entreprise de me recevoir. Donc, j'ai passé 3 entretiens. Et puis, finalement, j'ai été prise. Tu as fait toute l'alternance là-bas pendant tout J'ai fait... Tu as fait les 2 années là-bas? Non, j'ai fait que 1 an. D'accord. J'ai fait que 1 an parce qu'en fait, au bout de 1 an, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait un énorme décalage entre l'école, si tu veux, où j'étais en classe avec des étudiants de 18 à 19 ans. Moi, à ce moment-là, j'avais 21 ans, j'allais avoir peut-être 22 ans. Donc, il y avait déjà un décalage entre ça. Le décalage entre mon expérience professionnelle, c'est-à-dire que moi, j'avais déjà la pratique, et la base théorique, qui était déjà pour moi un énorme creux. J'étais toujours en avance sur tout le monde. Je commençais à m'ennuyer. Et puis, c'est des trucs que j'avais déjà étudiés moi-même pendant presque 1 an. Tu sais, quand je faisais mes cours à la maison, tu vois, tu regardes les programmes scolaires, tu regardes qu'est-ce qu'ils font, je regarde ce que mes potes ils font, je récupère les cours. J'ai des amis qui ont fait des DUT, j'ai des amis qui ont été en école de commerce. Donc moi, je regardais, et en fait, finalement, en autodidacte, j'avais déjà acquis ce dont j'avais besoin. J'ai été très soutenue par mes professeurs et aussi par mes managers, mes encadreurs au sein de l'entreprise, qui m'ont aidée et qui m'ont dit finalement, qu'est-ce que tu as envie de faire? Et puis ils avaient remarqué que j'avais un certain style vestimentaire et aussi un profil finalement autodidacte, donc on peut se tourner vers l'auto-entrepreneuriat créatif. Et en fait, moi, je m'habillais beaucoup en sapé comme Jaja. Voilà, c'était un peu mon blaze, mon surnom. Mais au début, c'était pas du tout quelque chose de professionnel ou un projet vraiment entrepreneurial. C'était vraiment mon nom sur Instagram, tu vois. Et C'était le nom de ta c'était page mon nom, mais ma perso page perso à la base, à la base des bases. Et donc, j'avais toujours la paire de chaussures assortie avec la petite veste, le petit sac à main recyclé, ça fait comme Jaja. Et je revalorisais vachement ma démarche parce que finalement, même au sein de cette entreprise, j'ai été formée sur la transition énergétique, par exemple, tu vois. Et c'est à ce moment-là que j'ai réellement pris conscience de l'importance que ça avait. Et j'ai commencé à faire valoir ce que je faisais là. Non, c'est que des recyclages. Et j'ai commencé à avoir des commandes de mes collègues au travail. Et le bouche à oreille. Ah ouais, moi aussi, je veux une paire de boucles d'oreilles recyclées. Parce que Ben début, tiens. tu les faisais toutes seules, tes paires. Ah, je faisais mes choses à moi, tu vois. Ça pouvait être, ça aller jusqu'à mes amis ou des choses comme ça. Je faisais mes trucs à moi quand je fabriquais mes boucles d'oreilles, je recustomisais mes chaussures, une petite écharpe en pagne. L'atelier de couture, j'ai pas mal d'artisans couturiers à Paris dans le 19e, mais aussi ici, avec qui je restais en contact, en collaboration. Quand j'avais quelqu'un qui venait, moi je faisais expédier mes tenues, tu vois, mes petites robes et tout, etc. Et en fait, au bout de la 3e commande, un de mes collègues qui carrément lui il me dit ah mais moi je veux que tu me retapes mon pouf. Genre il avait un pouf à la maison qui était vachement abîmé et tout. Après j'ai toujours été assez douée manuellement. Et je lui ai dit écoute j'ai jamais fait ça, je peux pas te garantir. Par contre je veux bien essayer, tu vois. Donc je me suis équipée, j'ai acheté le matériel dont j'avais besoin, j'ai choisi le type de colle qui correspondait au support, etc. On a fait ça ensemble et puis il est revenu faire une lampe, puis il est revenu pour ses coussins. Parce que j'avais une petite machine à coudre, tu sais, pour les petites retouches. Puis après, il voulait une petite trousse. Et puis, il y a son fils qui a... Et puis, en fait, petit à petit, je me suis dit, ouais, Il y a ok. quelque chose là. Là, on va faire quelque chose. Et mes amis commençaient à me dire, ah, on va faire une soirée et tout, machin. Tu peux pas faire un atelier entre nous, tu vois. Mais ça restait vraiment, en fait, pas privé, tu vois, mais vraiment quelque chose de entre nous, quoi. On sait que Jaja, elle fait ça. Quand tu as besoin d'une retouche, d'une couture, du machin, tu passes à la maison. Ah, mais en plus, ça fait comme Jaja, je vois le jeu de mots Jali. Et c'est ça. Et c'est aussi ma petite sœur Jasmine. Ah. Oui. Et ben on peut repartir sur l'historique de Sapé comme Jaja, puisqu'en fait c'est une idée que je tiens de mes souvenirs d'enfance avec ma petite sœur, où on allait en fait chez les couturières du quartier ramasser les chutes de tissu et on bricolait des trucs pour nos poupées Barbie, et puis on recyclait parce que mon grand-père avait un système de recyclage constant où il triait énormément tout pour valoriser les déchets, fabriquer plein de trucs, etc. Et ouais, tu vois, les petites boîtes de conserve, par exemple, on recustomise avec un peu de colle, ça fait un pot de fleurs. Et inconsciemment, je pense que je m'en suis rendu compte après, inconsciemment, c'est
ça part de souvenirs d'enfance, hein, finalement. C'est Oui, complètement. De toute façon, la personne qu'on est aujourd'hui, elle est vachement conditionnée, si ce n'est même complètement conditionnée par c'est ça. notre enfance et puis enfin, notre parcours Oui. de façon générale. Oui, oui, oui. Et en fait, finalement, je suis passée de ce hobby d'enfant au projet autodidacte en entrepreneuriat presque naturellement. Donc, à la fin de ce DUT et de cette alternance, grâce à mon entourage, mes amis, mes collègues de travail et mes professeurs, j'ai décidé d'entrer en école d'art. Donc, complètement différent, complètement rien à autre voir. chose, voilà. J'ai postulé à un bachelor d'éco-design. Donc, on m'a orientée vers ce projet. Et je me rappelle d'une de mes professeurs qui m'a dit « Ne t'occupe pas des diplômes, pense professionnel parce que tu es déjà professionnel. Tu es déjà une professionnelle. Pense professionnel. Là, tu dois devenir auto-entrepreneur. Ça veut dire que ton parcours, tu dois le tracer toi-même, par tes ambitions. » Et un de mes autres professeurs qui m'avait parlé de, je crois que c'est Bricorama. Bricorama, celui qui a créé ça, c'était un ouvrier qui montait des meubles. Et regarde ce qu'il est devenu. Il n'a jamais fait études supérieures, je te parle. Mais il a forgé son parcours grâce à ses idées, ses ambitions et la concrétisation de ses propres méthodes finalement, tu vois. Et là, ils m'ont dit clairement ce que tu as besoin, c'est de prendre des bagages à gauche, à droite, d'apprendre encore, oui, tu as besoin. Mais tu as besoin de gagner du temps parce que sinon, tu vas avoir un énorme creux entre ton décalage, ton expérience en fait professionnelle qui ne cesse de grandir parce que tu as été monitrice, tu as commencé à travailler très jeune, etc. Et puis ton expérience au Congo, le fait que tu aies voyagé, on ressent que c'est quelqu'un, on te ressent déjà de quelqu'un qui a envie en fait d'avancer. Mais c'est vrai que j'avais déjà pris un retard en fait, tu vois, et c'était difficile de pouvoir rattraper mon retard scolaire. Tu vois, je me retrouve à l'école avec un niveau L1 et en entreprise, je suis avec des L3 et des M1 et des M2. Ça, c'était mon groupe d'amis, tu vois. Et c'est vrai que quand tu arrives à l'école, c'est frustrant. Ah, je te Tu comprends? Et en fait, petit à petit, si tu veux, mes réseaux ont commencé à devenir plus pro. C'était plus ma page personnelle. J'ai commencé à mettre une présentation. Mais tout ça, j'avais pas encore fait le master en communication, tu vois, avant tout ça. Et donc là, à ce moment-là, tu es encore en bachelor. Je suis en bachelor d'éco-design et je travaille les vacances, je travaille le soir, je travaille les week-ends. Je travaillais chez une agence Maola Hôtesse. Je crois que c'est le numéro 2 mondial de l'hôtesse, de l'accueil, hôtellerie, tous les secteurs possibles. J'ai fait plein de choses, même en accueil entreprise, en retail. Donc j'ai fait un peu le tour de l'Île-de-France dans l'hôtesse d'accueil, etc. Tout en m'accrochant en fait à l'école. Parce que l'école d'art, ça a été quand même pour moi une révélation artistique et qui m'a poussée à être beaucoup plus créatif et en fait à ne pas négliger ma créativité et mon côté artistique. Je dessine énormément, je peins, je gribouille, je bricole. Mis à part la partie manuelle, j'ai quand même une certaine affinité pour l'art de façon voilà. Et puis, ça dépend aussi de l'éducation. Puis, tu as des parents qui vont orienter leurs enfants vers ces choses-là. Puis, tu vois, et puis tu as des parents qui sont beaucoup plus cadrés. Ma mère a toujours voulu que je fasse une école de commerce. Elle a toujours voulu que que j'ai une grande carrière, que je devienne directrice d'une entreprise. Entre-temps, j'avais ramené de la marchandise, donc sapé comme jaja, confectionnée au Congo par des artisans congolais en grande partie. Et en fait, tu te rends compte que ta vie, elle est en train de... On a affaire à des hommes qui ne veulent pas se faire diriger par une jeune femme. Qui plus est, sort de on ne sait où en France avec son accent, etc. On te ferme des portes, là ça va pas, là ça va pas. C'est important de savoir déjà soi-même qu'on veut, ce qu'on vaut et ce dont on est capable et de se donner les moyens en fait d'accéder à nos ambitions. Panique, ils étaient paniqués parce que eux-mêmes ne savaient plus quoi faire. Oui, parce que le fait de me souvenir, je me rappelle, j'étais en larmes, mais je t'assure, j'étais vraiment, putain, merci Seigneur. Et tu te poses des vraies questions de la vie, en fait. La vie en France, elle est pas facile, hein. Et quand t'es étudiant, ou même quand tu essayes d'étudier en travaillant, etc., c'est difficile de s'en sortir, c'est pas évident. Moi, je pensais déjà à tout ça en partant de rien, hein. En partant de rien, par ma persévérance et mon acharnement, parce que je me suis acharnée sur... Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, je crois que je vais rentrer maintenant. Ouais. Moi, ce que j'ai le plus peur d'affronter, c'est justement le fait d'avoir